Bonjour et bienvenue dans ce podcast en 2 épisodes au sujet de la persistance du traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. La fibrose pulmonaire idiopathique, aussi appelée FPI, est la forme la plus fréquente de pneumopathie interstitielle diffuse, idiopathique fibrosante, chronique chez l'adulte. La FPI est caractérisée par une fibrose progressive et irréversible du parenchyme pulmonaire. Elle est de cause inconnue et se limite aux poumons. Cette maladie grave évolue de façon chronique et progressive avec de possibles exacerbations aiguës. La FPI est une maladie rare, environ 5 à 6 000 personnes vivent avec cette maladie en France. La FPI est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes et des antécédents de tabagisme sont présents chez 70 à 75% des patients. L'incidence de la FPI augmente avec l'âge, la maladie apparaissant typiquement de manière insidieuse au cours de la 6e et de la 7e décennie de vie. Le symptôme le plus fréquent est l'essoufflement, aussi appelé dyspnée, qui s'aggrave progressivement. Une toux sèche peut également survenir, ainsi que d'autres symptômes tels qu'une perte d'appétit, une perte de poids, une fatigue importante, une déformation caractéristique des doigts, l'hypocratisme digital, et une coloration bleuâtre des lèvres et du bout des doigts, la cyanose. La FPI évolue progressivement vers l'insuffisance respiratoire chronique. Son pronostic est souvent sombre, avec une diminution de l'espérance de vie. La connaissance de la maladie, son diagnostic et sa prise en charge précoce sont indispensables. Aujourd'hui, les traitements disponibles, les antifibrosants, permettent de ralentir l'évolution de la maladie et d'augmenter l'espérance de vie. Cependant, leurs bénéfices sont encore mal connus, mal perçus des patients atteints de fibrose pulmonaire et beaucoup arrêtent la prise de leur traitement, notamment à cause de la difficulté à surmonter les effets indésirables. Dans ce podcast, Jean-Michel Fourier, président de l'association AFPF, met en lumière, à travers son vécu et les témoignages des patients, les problématiques majeures rencontrées qui sont des freins à la persistance des traitements. Il nous partage également ses axes d'amélioration pour une meilleure adhésion. Jean-Michel, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Michel Fourier. Je suis le président de l'association de patients et d'aidants AFPF, Association Fibrose Pulmonaire France. Début 2017, quand on m'a annoncé à 57 ans que j'avais une fibrose pulmonaire idiopathique, avec entre 3 ans et au maximum 5 années à vivre, j'étais loin d'imaginer fêter mes 64 ans cette année. Vous imaginez bien que cette annonce a chamboulé ma vie et chaque journée vécue est du bonus. Ça fait maintenant 7 ans que je suis sous traitement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous éclairer sur la notion de persistance dans la prise d'un traitement ? Je pense que nous ne pouvons pas totalement dissocier en fait la persistance de l'observance, parce que pour moi, les deux sont intimement liés, notamment dans la FPI. La persistance, c'est le fait de continuer à rester sous traitement le temps nécessaire, et dans le cas de la FPI, c'est un traitement à vie. L'observance, c'est le fait de prendre la dose de traitement quotidienne comme elle a été prescrite et sur la durée prescrite. Quels sont selon vous les freins d'une bonne persistance dans le traitement de la FPI ? La persistance et l'observance vont de pair avec ce que j'appelle un projet de vie, qui dépend de plein de choses, en fait, son âge, sa situation sociale, son mode de vie, son entourage, car il faut savoir que la fibrose pulmonaire, en général, est diagnostiquée après 60 ans. Lors d'échanges avec des patients, certains me disent, par exemple, vous savez, j'ai 82 ans, on vient de me diagnostiquer une FPI, mais je n'ai pas trop de symptômes. Et on me propose un traitement qui peut avoir des effets indésirables compliqués. Je n'ai pas forcément envie, en fait, de m'embêter avec ça. Mais j'y réfléchirai. Donc vous voyez qu'arrivé à un certain âge, il n'est pas anodin, en fait, pour les patients diagnostiqués de se poser des questions comme est-ce que j'ai encore des projets dans ma vie ? Suis-je encore en forme ? Suis-je dynamique ? Suis-je bien entouré ? Et ce fait d'avoir envie de faire plein de choses, ou au contrario d'être isolé et voire complètement seul avec sa maladie, peuvent avoir une incidence très importante dans l'observance et la persistance. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les traitements ? Oui, ce deuxième facteur qui rentre en ligne de compte dans la réflexion des patients, c'est effectivement que les traitements actuels ralentissent l'évolution de la maladie, mais ne la guérissent pas. Alors du coup, on peut se dire, et certains se disent, pourquoi m'embêter en fait avec un traitement qui ne me guérit pas ? J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais pour moi, on gagnerait vraiment une meilleure persistance
si les patients avaient une meilleure compréhension justement des bénéfices apportés par les traitements qui sont proposés. Et concernant les effets secondaires? C'est le troisième facteur, en fait, celui qui rentre le plus en ligne de compte, peut-être dans la persistance, les effets secondaires dus à la prise des traitements. Ils peuvent être de différentes natures, hein. Il y en a, mais les remontées des patients et des adhérents indiquent que ce sont surtout les diarrhées qui sont mentionnées. Il y a aussi des nausées, mais c'est vraiment le phénomène de diarrhée qui est le plus important. Et puis également la photosensibilité, qui effectivement peut avoir un effet non négligeable et qui joue beaucoup en fait dans l'observance. Et selon vous, pourquoi est-il important de suivre son traitement dans la durée? Tout simplement, je pense, pour l'amélioration de la qualité de vie, mais aussi de l'espérance de vie, hein. Les discussions avec les patients montrent bien qu'il y a un important travail de sensibilisation pour leur expliquer mieux le bénéfice des traitements et expliquer que cela réduit la progression de la fibrose de 50%. Je pense qu'on gagnerait une adhésion beaucoup plus importante. Et puis enfin, je dirais que malgré le choc, hein, qui est l'annonce de la maladie et le fait qu'elle soit irréversible, savoir en fait qu'il y a des traitements disponibles qui vont quand même vous permettre de vivre plus longtemps et de manière significative, pour moi, sont des arguments de poids. Il semble qu'il y a aussi la diminution du risque d'exacerbation. Donc effectivement, c'est un autre avantage notable, hein, auquel les patients doivent être sensibilisés, c'est que la persistance du traitement réduit aussi le risque d'exacerbation aiguë. Et donc je pense que bien expliquer que les traitements réduisent aussi ce risque-là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort, en fait, pour donner aux patients l'envie d'être plus assidus dans le suivi de leur traitement. À ce propos, quels sont les points clés de vigilance pour favoriser la persistance? Alors le premier, je pense, le premier, c'est de lutter contre l'isolement et de pallier en fait à l'éloignement des centres. Les patients sont généralement suivis dans les centres experts, centres de compétences, centres de référence, mais ils peuvent en être assez éloignés, hein, et on peut être assez éloigné de son centre, ce qui rend à ce moment-là plus difficile le contact avec son pneumologue qui a prescrit le traitement. Et puis un patient qui n'est pas en contact en fait avec son pneumologue ou avec une infirmière de coordination, une infirmière de pratique avancée ou même avec l'association, avec une association, il aura plus de mal, énormément de mal à gérer tout seul les effets indésirables, hein. C'est vraiment pour moi tout l'enjeu d'avoir un contact capable de nous aider afin de ne pas, en fait, de pas succomber à la tentation de stopper provisoirement ou à plus long terme son traitement. Pouvez-vous aussi nous parler du soutien apporté aux patients pour limiter le risque de dépression? Oui, tout à fait. Selon une étude, près de 30% des patients atteints de fibrose pulmonaire seraient en dépression. C'est un critère donc psychologique supplémentaire qui n'aide pas à l'observance et à la persistance des traitements. Et pour moi, il est nécessaire que la dimension psychologique soit prise en compte dans notre système de soins standard. Comment gérer les effets indésirables le plus tôt possible? Comme je l'ai dit plus tôt, l'échange patient-pneumologue est très important, hein, dès l'apparition des effets indésirables pour bien les prendre en charge. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai pris sur la prescription médicale de mon pneumologue, dès le début du traitement, un antidiarrhéique tous les matins en préventif. Et ça m'a permis de beaucoup mieux gérer et de garder une vie sociale et donc de bien suivre le traitement. Et pouvez-vous nous décrire l'apport d'une association de patients telle que l'AFPS dans la persistance? Oui, alors nous sommes complémentaires en fait à l'accompagnement des pneumologues et des infirmières. Nous aussi, ça nous arrive de donner des conseils, toujours en regardant une limite, hein, parce que nous ne nous substituons en aucun cas aux professionnels de santé. Mais pour répondre à toutes ces problématiques, nous proposons des permanences téléphoniques, ainsi que des groupes de parole, et puis souvent des webconférences avec les experts. Notre volonté, c'est vraiment d'être présent et disponible pour les patients afin de les aider à faire face à leurs difficultés, l'isolement, hein, par exemple, dont on a parlé, en répondant à des questions très simples sur la vie quotidienne avec la maladie. Je tiens aussi à souligner que nous avons de plus en plus et également des actions vers les aidants, hein, car la fibrose pulmonaire est une maladie grave qui a un impact également très important
l'entourage et les aidants ont un rôle majeur, bien sûr, dans le suivi de la maladie. Et donc, nous avons créé récemment un groupe de parole spécifique pour les aidants afin de leur donner leur propre espace d'échange entre eux. Hein. Et puis, pour finir aussi, nous les orientons vers différents services, comme par exemple un programme d'activité physique adaptée en ligne qui a été conçu par l'association Au Ciel Bleu et validé par des professionnels de santé qualifiés. On peut aussi leur proposer le programme OPAL, qui a été mis en place par l'Association pour le développement d'initiatives en santé et Patientis. C'est un programme qui vise à optimiser la prise en charge des patients, justement en facilitant et en renforçant le suivi régulier de leur traitement par des infirmières via des appels téléphoniques. Et puis, c'est un programme qui offre également des services comme un coaching avec un nutritionniste et un psychologue. Jean-Michel, avez-vous un dernier message à faire passer pour conclure? J'aimerais bien mentionner que la recherche pour un traitement plus efficace, elle avance, et elle accélère même ces dernières années, parce que simplement, on comprend mieux maintenant le mécanisme de la maladie et gagner du temps et en espérance de vie en prenant son traitement, c'est aussi se donner une chance de survivre plus longtemps et assez longtemps peut-être pour pouvoir en bénéficier. En dernier lieu, peut-être, conclusion finale, je rajouterais que pour favoriser plus fortement donc, cette adhésion et puis la persistance du traitement, vraiment insister sur le fait que le pneumologue référent, il a un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation, dans l'information et bien sûr en assistant sur tous les bénéfices pour chaque patient et en tenant compte des particularités de chacun. Jean-Michel, merci beaucoup pour cet échange et pour votre éclairage. Et bien, c'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir donné la parole et d'avoir donné la parole aux patients.